Bonjour à tous, nous vous accueillons aujourd'hui dans l'enceinte de la Manufacture des Tabacs, qui est l'un des 3 sites de l'Université Toulouse 1 Capitole, afin de poursuivre l'examen des désignations qu'occasionne le jugement d'ouverture des procédures collectives. Nous sommes en compagnie de Madame Eliane Descarpenterie, juge-commissaire placée près le tribunal de commerce de Toulouse, afin précisément qu'elle nous entretienne de ses fonctions. Madame le juge, merci d'avoir accepté notre invitation qui consiste ainsi à lever le voile sur cet acteur crucial des procédures collectives qu'est le juge-commissaire, puisque pour reprendre les mots chers au professeur Saint-Alary-Ouin, il est le véritable chef d'orchestre de ces procédures. Bonjour à tous. Alors certes, les textes définissent les principes généraux qui guident l'intervention du juge-commissaire, ainsi que les pouvoirs donc qui vous sont confiés pour accomplir cette tâche. Mais pourriez-vous nous préciser quel est le cadre de votre intervention ? Alors, je dirais que le juge-commissaire, c'est une fonction pivot de la procédure. Le juge-commissaire, c'est l'interface entre tous les organes de la procédure, c'est-à-dire l'administrateur judiciaire s'il y en a un, le mandataire, mais également le créancier, les représentants des salariés, les contrôleurs, il peut y en avoir, et également les techniciens, évidemment le débiteur. Donc c'est une fonction très large, très étendue, puisque il représente l'autorité de tutelle des organes de cette procédure et en même temps, il est l'autorité judiciaire, mais accessible par tous. Donc il a un pouvoir et une fonction très étendue par rapport à ses pouvoirs. Et il est nommé, ce sont des mesures d'administration judiciaire. Sa nomination est insusceptible de recours. Il éclairera le tribunal au travers d'un rapport qu'il fournira au président du tribunal. Le président du tribunal statuera, enfin le tribunal prendra sa décision, délibérera, statuera et rendra son jugement. Évidemment, il ne participe pas à la composition du tribunal. Pourriez-vous nous préciser quelle est la consistance plus précisément de votre fonction? Autrement dit, quel est le rôle confié au juge-commissaire? Quel est votre rôle dans le cadre des procédures collectives? Alors, le juge-commissaire en procédure collective est amené à prendre de grandes décisions et ces décisions sont liées à sa compétence, on va dire une compétence générale, c'est-à-dire sa première mission c'est de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Ça c'est une compétence de principe. Après il y a des compétences plus spécifiques qui sont des compétences spéciales. Pour cela, il est saisi par requête et il y répondra par ordonnance. À titre d'exemple, je vais vous donner quelques exemples. Il va viser les créances salariales qui seront soumises aux AGS. Il va autoriser les licenciements quand c'est nécessaire. Il pourra procéder au paiement provisionnel d'un bien, par exemple un crédit bail. S'il faut lever une option d'achat, il acceptera de payer par exemple la dernière mensualité du crédit bail pour libérer le bien, ça peut être un camion, une voiture ou tout autre, utile à la procédure. Dans ces cas-là, il l'autorise. Et qu'en est-il plus précisément dans le cadre de liquidation judiciaire? En liquidation judiciaire, il peut autoriser la cession d'actifs mobiliers ou immobiliers. Il déclenchera soit une vente aux enchères, soit une vente de gré à gré. Il recueillera également les offres qui sont soumises lors de la liquidation. Alors ça peut être dans un cadre liquidatif ou dans un cadre de cession d'entreprise. Ces offres, il va les étudier avec le plus grand soin, c'est-à-dire il observera d'abord la qualité de l'offre en ce sens que l'offre doit répondre à des critères très précis. La pérennité de l'entreprise avant tout, préserver les emplois dans la mesure du possible, mais également le prix offert qui doit correspondre à un prix suffisant pour apurer le passif constitué. Donc tout ça, ce sont des prérogatives qu'il a qui sont très importantes. Quand on considère justement l'ampleur des fonctions qui peuvent vous être confiées, permettez-moi de revenir sur la personne qui peut prétendre justement à exercer cette fonction. Qui peut être juge-commissaire ? Alors, c'est un peu particulier parce que si les procédures collectives qui concernent les professions libérales, les professions agricoles, les GIE, les associations, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Dans ce cas-là, ce sont des magistrats professionnels. Au tribunal de commerce, c'est tout autre, puisque nous sommes des juges consulaires élus par nos pairs. Donc, nous sommes issus du monde économique, dirigeants d'entreprise, cadres dirigeants ou commerçants. Et nos pairs nous élisent, donc c'est une fonction, on a un mandat électif. Nous sommes élus
pour une durée probatoire de 2 ans. Au-delà des 2 ans, après ce sont des périodes de 4 ans renouvelables, mais en tout état de cause, on ne peut pas excéder 14 ans dans l'exercice de notre fonction. Est-ce qu'il faut justifier d'une ancienneté particulière? Alors, pour être juge-commissaire, oui, il faut d'abord avoir siégé 2 ans au sein du tribunal dans lequel on œuvre, et on ne peut prétendre à la fonction de juge-commissaire qu'au bout de 2 ans. Donc si je comprends bien, c'est un juge élu par ses pairs. Autrement dit, la singularité de la composition des tribunaux de commerce se retrouve également dans la désignation de ce fameux juge-commissaire. Et quel est selon vous d'ailleurs le principal avantage du coup à avoir recours à des pairs pour traiter les difficultés d'une entreprise? Alors, ce juge consulaire, ce juge commissaire qui est un juge consulaire, est issu du monde économique. Il a été lui-même ou il est encore dirigeant d'entreprise ou commerçant. Il appréhende parfaitement les difficultés économiques que rencontre le dirigeant qu'il a devant lui. Il en connaît toutes les difficultés financières, commerciales, techniques. Donc, son analyse, il comprend d'autant mieux les difficultés de ce dirigeant. Il faudra trouver une solution à sa difficulté. Ça va passer par un plan de redressement ou par une cession de l'entreprise. Ça se fait en accord avec le débiteur, qui est un dirigeant, ne l'oublions pas. Donc, ce dirigeant va d'autant mieux accepter, entre guillemets, cette solution qui lui est proposée, puisqu'elle vient d'un de ses pairs. On peut dire que le tribunal de commerce, c'est le tribunal de l'économie. Effectivement. Je comprends parfaitement, mais à raison de cette proximité, permettez-moi de vous poser une question tenant peut-être à un éventuel conflit d'intérêts. Est-ce que, à l'instar de tout autre magistrat, le juge-commissaire peut être récusé? Ah, tout à fait. Alors d'abord, c'est assez rare, mais le juge-commissaire a un engagement et une déontologie qui doit être infaillible. S'il avait une proximité particulière avec le dirigeant d'entreprise ou un conflit d'intérêts, une amitié notoire ou une inimitié, effectivement, sa responsabilité est engagée et il peut y avoir une action en responsabilité. Dans ces cas-là, il serait récusé. Revenons, si vous le voulez bien, sur la mission du juge-commissaire. Est-ce que pour l'accomplir, le juge-commissaire, est-ce que vous disposez justement de pouvoirs d'investigation particuliers? Oui, nous avons des pouvoirs d'investigation assez importants puisque nous avons des pouvoirs d'investigation auprès du débiteur, le premier concerné, c'est-à-dire il doit rendre des comptes, collaborer avec les organes de la procédure et en premier avec le juge-commissaire. Il doit répondre aux invitations, convocations, faire part de ses positions de trésorerie, nous donner les comptes de la période d'observation. Mais nous avons aussi des pouvoirs d'investigation auprès des administrateurs et des mandataires qui doivent communiquer toute l'information et le suivi qu'ils font de l'entreprise. À l'inverse aussi, nous communiquons bien volontiers toutes nos informations pour que cette procédure se déroule au mieux. Je vous rappelle qu'on doit veiller aux intérêts de tous, aux intérêts en présence. On doit veiller à la protection des intérêts. On a des pouvoirs d'investigation auprès du ministère public. On pourrait aussi questionner le ministère public, par exemple, sur la qualité de l'auteur d'une offre de reprise. Mais on a après aussi des pouvoirs plus généraux auprès des administrations, que ce soit l'administration fiscale, les établissements bancaires, le commissaire aux comptes, etc., expert comptable. Toute autre personne peut-être qui serait tenue au secret. Mais on comprend bien qu'à instituer ainsi le juge-commissaire en tant que creuset de l'information, peut-être qu'il existe aussi pour vous une contrepartie. Alors la contrepartie, c'est une confidentialité et une impartialité totale. Si nous étions amenés à connaître de près, ou de loin d'ailleurs, le dirigeant auquel nous avons affaire, nous devons absolument nous déporter. On ne doit pas avoir de lien avec ce dirigeant, aucun lien. De même si précédemment nous avons eu une fonction et nous avons fait de la prévention au sein du tribunal, si cette affaire a été en mandat amiable, enfin en mandat ad hoc par exemple, on ne doit pas se saisir de l'affaire, on doit se déporter. Si je m'intéresse désormais plus précisément aux décisions et aux ordonnances que vous adoptez, que vous rendez donc en matière de procédure collective, est-ce que ces décisions sont ou non susceptibles de recours? Tout à fait. Alors une ordonnance, quand elle est rendue, elle est déposée au greffe. C'est le greffe qui l'enregistre et il va la communiquer au mandataire et il va la notifier aux parties concernées. Les parties disposent à ce moment-là d'un délai de 10 jours. Et à ce moment-là, elles peuvent former ce qu'on appelle une opposition à ordonnance. Ça deviendra une matière contentieuse, ça fera l'objet d'un contentieux au sein du tribunal. Évidemment, le juge-commissaire
ne siège pas et ne participe pas à cette audience, et le tribunal rendra une ordonnance. Il confirmera l'ordonnance ou il l'infirmera d'ailleurs. Certaines ordonnances sont susceptibles de recours devant la cour d'appel. C'est pour des ordonnances, enfin, c'est plus particulièrement pour, par exemple, une créance qui est admise pour la vérification du passif. Si elle est contestée, ce sera du ressort de la cour d'appel. Les substitutions de sûreté aussi sont du ressort de la cour d'appel, ou je pense aussi à une cession d'un actif en liquidation judiciaire. Très bien. Si je reviens aussi sur la formule qui est retenue relativement à ces ordonnances, elles sont dites exécutoires, de plein droit à titre provisoire. Est-ce que vous pourriez nous préciser rapidement quels sont les enjeux de ces termes ? Alors, le juge commissaire, compte tenu bien souvent de l'urgence de la situation, doit prendre des décisions donc, au travers de ces ordonnances. Ces ordonnances sont l'exécution de plein droit. Ça, c'est l'usage. Mais comme je vous le disais précédemment, il y a possibilité de former des oppositions, des recours. Enfin, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est l'acte ou l'événement qui va marquer la fin de votre mission ? Ma mission prend fin à la fin de la mission du dernier des mandataires de justice, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup, Madame la juge. Et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions chaleureusement et sincèrement d'avoir si gentiment accepté de nous livrer les grandes lignes de cette fonction qu'est le juge commissaire. Et merci pour ce partage d'expérience. Je vous en prie, c'est un plaisir.